Ça y est, j'ai trouvé le bunker que j'occuperai quand commencera la Troisième Guerre mondiale. Je vous avais jamais dit la vraie raison qui explique pourquoi j'explore autant de bunkers abandonnés. Mais il se pourrait bien que j'ai des informations à vous communiquer sur une guerre à venir. On dirait du sang. Vous le savez, au cours de mes explorations, je tombe assez régulièrement sur des armes de guerre, des munitions qui nous rappellent que la Seconde Guerre mondiale n'est pas si ancienne que ça. Mais surtout que la guerre en Europe n'a jamais totalement disparu depuis la défaite nazie. Alors il est important de rester prudent et de bien s'informer sans pour autant tomber dans une paranoïa ou une peur constante qui cacherait notre vie. J'ai donc décidé de continuer cette série à la découverte d'ouvrages souterrains militaires pour vous donner le plus d'informations possible sur comment réagir à une guerre, comment ont fait nos ancêtres pour survivre à des guerres si dévastatrices, et je crois que ce bunker que nous allons visiter va vous permettre d'en apprendre davantage. Bon les amis, l'exfiltration commence. On va infiltrer le bunker. Hop. On rentre par là. Oh, c'est profond, hein. On va pas se le cacher. Alors pour être tranquille, on va fermer la porte. On va s'enfermer dedans en espérant qu'il n'y ait personne qui nous enferme quand on est dans le trou. Voilà, c'est profond. C'est vachement profond. Je m'attendais pas trop à ça, je vous avoue. Oh là là, quel explose de malade. Quel explose de malade. Je sais pas où est-ce qu'on arrive, mais on va pas tarder à le savoir. Alors là, donc c'est la deuxième exploration de bunker pour aujourd'hui. On va mettre le sac devant, comme ça on est tranquille. Alors là ça se resserre un peu, comme vous pouvez voir, ça se resserre un peu. Oh là 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 là. Alors celui-là est encore plus impressionnant que celui qu'on a fait. J'espère que c'est accessible. J'espère que c'est accessible. Là, il est fermé. C'est toujours un petit peu la crainte. Ah ouais non c'est bon, c'est toujours faisable. Regardez par où on est descendu. Bon bah c'est bon les amis, infiltration réussie. J'étais pas sûr qu'on puisse toujours le faire parce que les explorateurs hongrois m'ont dit qu'il était plus faisable. Un explorateur que j'ai contacté m'avait dit qu'il était plus faisable. Mais visiblement c'est toujours explorable. Là il y a quoi ici? Alors là par là non, ça va pas loin. Ça va pas l'air d'être très loin. Question ici de secours ou un rangement. Et je crois que la suite de l'aventure, elle est là. Ah ouais. Oh, c'est bon, on est dans l'ouvrage les amis. Je suis trop content. Et regardez-moi déjà là, l'épaisseur de la porte blindée. Avant de s'enfoncer plus profond dans ce bunker, imaginez la terre tellement détruite que nous finissions par vivre sous terre dans d'immenses ouvrages souterrains avec tout à l'intérieur. Ce scénario, vous l'avez déjà vu dans des jeux vidéo, dans des séries de science-fiction. Mais je pense que vous avez jamais pensé que cela pourrait arriver un jour à l'humanité. Déjà, faut savoir que beaucoup de choses qui avaient été décrites comme futuristes sont aujourd'hui totalement normales et banalisées. Mais que dire d'une guerre nucléaire ou d'un monde post-apocalyptique? Est-ce qu'un jour l'humain se retrouvera dans la même situation? Eh bien, je vais vous dire qu'il y a de fortes chances que oui.
Un président de la République américain a réussi pendant la Seconde Guerre mondiale à appuyer sur le bouton de la bombe atomique à Nagasaki et Hiroshima. Donc en soi, l'humain a prouvé qu'il en était capable. Vous allez me dire qu'alors la bombe atomique se trouve désormais bloquée par la dissuasion nucléaire. Et vous avez pas tort. Mais une escalade dans un conflit géopolitique pourrait conduire un État à se lancer le premier dans une attaque nucléaire qui serait la plus massive possible. Car en effet, l'État en question serait conscient qu'il y aura forcément une contre-offensive nucléaire en retour. Et donc s'il fait le premier pas, il ne pourra pas s'empêcher de réaliser le plus de dégâts matériels possible, non seulement sur l'État visé, mais aussi sur ses alliés. Bien évidemment, les sites nucléaires seraient visés en priorité. Les bases militaires et surtout les capitales et les lieux de pouvoir seraient privilégiés dans cette attaque. Ce que je vous décris là n'est pas nouveau. On y a échappé durant la guerre froide, mais ça aurait pu se produire car les États-Unis et l'URSS avaient les moyens opérationnels de déclencher cette situation. Et déjà les pays de l'OTAN et les membres du pacte de Varsovie s'y étaient plus ou moins préparés. Il semblerait qu'il y a toujours un jour où la science-fiction se rapproche de la réalité. Mais dans ce cas précis, il est souhaitable que la science-fiction ne la dépasse jamais. Car dans ce cas-là, l'humanité sera condamnée à s'enterrer sous terre dans des villes souterraines et à respirer de l'air filtré. Bref, ce bunker va nous révéler ce à quoi pourrait ressembler une vie sous terre si la guerre nucléaire se serait déclenchée durant la guerre froide. Pour commencer, on arrive dans un grand tunnel. Ça part dans ce sens-là et dans ce sens-là. D'après ce que j'ai compris, c'était un lieu clairement médical, quoi. Ouais, c'était clairement l'infirmerie militaire, quoi, là où on est. Hein. Donc ça va changer un petit peu du bunker qu'on a fait ce matin. Ça va pas être du tout le même genre d'ouvrage. Eh ben oui, regardez les amis, regardez ça. Déjà là, pour commencer, on a une sorte de verre mesureur avec des cachets à l'intérieur. Il y a vraiment une richesse de matériel médical, voilà. Tous ces trucs que vous voyez là en fait sont absolument remplis. Absolument remplis là. Ça c'est rempli. Il y a encore plein de médicaments. Donc de ce côté là on est arrivé au bout. Je pense que c'est plus un entrepôt de matériel. De toute façon on va l'explorer par l'autre côté, je pense que c'est vers l'autre côté que ça va être le plus intéressant. Mais bon, fallait quand même passer par là. Regardez. S'il y en a qui peuvent me dire ce que c'est. J'espère qu'on va pas tomber sur des virus bizarres. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Je pense pas que c'est du sang. Hein. L'odeur, ça fait penser à de la peinture. Bon, ça peut pas être du sang, c'est sûrement une espèce de bétadine ou... Ah bah là, il y a la pelle pour enterrer un cadavre là. Alors ça, qu'est-ce que c'est? J'ai du mal à voir ce que c'est. Il a été emballé mais il était crûment trouvé. Bon là on a tout ce qui est pansement, bandage. Si je me coupe au moins, là j'aurais de quoi panser toutes mes plaies. Voilà, ce bunker est absolument rempli de vestiges de la guerre froide. Peut-être même de la Seconde Guerre mondiale, je sais pas. On va le découvrir ça de toute façon au fur et à mesure de cette exploration. On va le découvrir. Je suis pas très serein à l'idée d'explorer comme ça le lieu. Étant seul, je suis vachement pas serein en fait. Ce genre de long couloir interminable a de quoi me foutre la trouille. Évidemment, toujours écrit en hongrois Kézelenti Ampoula. Donc ça c'est les ampoules. Donc là il devait stocker des sortes d'ampoules. Ce bunker a beau être bien isolé, on entend quand même tous les bruits de la route. À côté il y a un trafic monstrueux.
Donc si vous entendez des bruits, c'est normal, hein, ne vous inquiétez pas. On va commencer à s'enfoncer dans le bunker. On arrive à peine et déjà, on arrive vraiment dans une galerie. On se croirait presque dans les ouvrages, vous savez, de la Limagino ou les bunkers en France. Alors que non, on n'est pas en France, on est en cœur de la Hongrie. Personnellement, si j'avais à choisir un bunker dans un contexte de guerre nucléaire, je pense que je choisirais ce bunker hôpital. Déjà, il y a tout ce qu'il faut pour me soigner. Et vous le savez, je suis quelqu'un qui déjà en temps de paix ne manque jamais une occasion de se faire mal. Alors imaginez pas en temps de guerre. Un casse-cou pareil aurait forcément besoin d'un bon médecin dans son bunker. Et puis surtout, autant de médicaments, de bandages, trêve de plaisanterie. Et maintenant, nous allons parler de choses moins joyeuses. Déjà, vous devez avoir conscience que tous ces bunkers seront réquisitionnés par les politiciens que vous aimez tellement. Oui, en tout cas, par des personnes importantes qui soit ont beaucoup de moyens financiers, soit beaucoup de pouvoir. Et oui, ces ouvrages, bien qu'abandonnés, sont tous répertoriés. Enfin, presque tous. Certains qui datent de la Seconde Guerre mondiale peuvent être inexplorés, mais c'est effectivement très rare. Eh bien, ce que je vous décris là, c'est plus ou moins ce à quoi pensait une partie de la population qui se préparait mentalement à une troisième guerre mondiale au cours de la guerre froide. Ils savaient qu'une bombe nucléaire détruirait à la fois la ville, mais surtout toutes les infrastructures, comme les magasins, les hôpitaux. Oui, j'ai bien parlé d'hôpital. Vous doutez bien que ce bunker spécialisé dans les soins et caché sous une sorte de manoir ne serait réservé qu'à une minorité de personnes et la population ne serait aucunement au début de la liste d'attente. Donc comme tout à l'heure les amis, ce sont des bunkers qui ont soit été construits pendant la Seconde Guerre mondiale, soit pendant la guerre froide. Celui-là je ne sais pas, mais déjà son architecture me fait penser qu'il est plus ancien que celui qu'on a exploré ce matin. Pour ceux qui ont vu la vidéo, je ne sais pas si elle est sortie avant. Alors là on avait le moteur ici. C'était le... Je pense pas que c'était un bunker anti-atomique. Hein. Pas comme celui qu'on avait exploré ce matin. Là on est plus sur du bunker... Ouais, c'est guerre froide aussi, dans l'ensemble. Mais non, c'est pas pareil. Alors celui-là, le bunker les amis, il est archi plein. Et puis ah oui, il est archi plein. Donc là on arrive dans ce qui semble être une infirmerie. Je sens qu'on va y passer un moment dans ce lieu. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à voir. Ouais, pour moi c'est clairement possible qu'on est dans quelque chose de Seconde Guerre mondiale en termes d'ancienneté. Regardez là, on a un brancard pour un blessé. C'est vraiment triste. Je sais pas si... Oui, certainement que ça a été utilisé. Ah ouais, non mais regardez. Le ciseau... Je veux pas savoir ce que le blessé a vécu ici. Alors ça c'est pour le docteur, ça. Il met ça dans les oreilles. Bon déjà on va s'attarder sur cette salle. Mais regardez, ça part par là. Ça part par là. Enfin bref. Il y a de quoi explorer et ça, j'en suis super content. Encore une fois pour les soldats blessés. Mais par contre, moi ce qui m'intrigue, c'est savoir est-ce que ça a vraiment servi pendant la guerre froide. Est-ce qu'il y a vraiment des blessés qui ont été amenés là? Alors il y a eu des combats, faut savoir les amis. Oui, il y a eu des combats, notamment les soviétiques se sont battus contre les révoltés de Budapest. Le jour où une guerre nucléaire verrait le jour, vous seriez livré à vous-même en France, car le pays est tout simplement pas préparé. Mais sachez que ce n'était pas forcément le cas durant la guerre froide dans certains pays, où certes toute la population n'était pas protégée équitablement, mais il y avait un service minimum et surtout un protocole à suivre en cas d'attaque nucléaire. Et dans ce bunker, justement, j'ai été intrigué par les affiches qui semblent indiquer quoi faire pour sortir du bunker, alors qu'à l'extérieur, l'air est vicié par la radioactivité et, disons-le clairement, dangereux. Alors, dans le bunker, ils avaient pensé à indiquer quelle tenue avoir pour sortir, quel masque à gaz à utiliser et surtout les différentes étapes d'entrée et sortie dans le bunker. Vous vous en doutez, il y avait
une phase de décontamination lorsque vous veniez de l'extérieur. Bref, tout ça est très bien illustré dans cet ouvrage, et du coup ça paraît beaucoup moins théorique. On sent que les Hongrois s'étaient véritablement bien préparés. Autre point majeur, ce bunker devait clairement servir à ravitailler d'autres ouvrages qui n'étaient pas équipés de tout ce matériel médical. On était donc sur un vrai point de stockage, mais c'était surtout un cabinet médical souterrain. Certes très rudimentaire, mais qui en temps de guerre nucléaire s'avérait clairement essentiel. Imaginez, vous devez aller voir votre médecin, il vous faut déjà sortir de l'abri dans lequel vous êtes, donc ça peut être une cave, un métro, et vous devez traverser toute la ville détruite, marcher au milieu d'immeubles qui s'écroulent, puis vous devez suivre tout un protocole de décontamination pour enfin être posé sur ce brancard pour être ausculté. Eh bien, en voyant cette salle, on imagine tellement ce processus, on a presque l'impression que ça a vraiment servi. Et effectivement, il est possible que ça ait servi non pas à cause d'une attaque atomique, mais clairement en raison des combats qu'il y a eu à Budapest, combats vraiment sanglants côté civil et militaire. Donc la population de Budapest qui s'était révoltée contre eux. Là on a tout le truc, là, les gars avec les masques à gaz. Oh là 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 là. Cette exploration est impressionnante. Je pense que là il y a un soldat qui s'est fait panser ici. De la bétadine ou du sang, je sais pas trop. On a la sacoche du médecin hein, qui est carrément remplie. Comme vous pouvez le voir, oui, il y a vraiment tout dedans. Une fois, ah, c'est vraiment impressionnant. Regardez. Là, il avait tout son atelier pour soigner. Il avait tout son matos. Il y a même ce qui reste d'une... J'ai cru que c'était des ciseaux, mais en fait non, c'est pas des ciseaux. Ça devait être des ciseaux peut-être. Là, je crois qu'on a un gros bandage. Alors ça, c'était vraiment pour le gros blessé de guerre, ça. Ça, je sais ce que c'est. Je crois que ça, c'est le truc qu'ils mettaient autour du bras. C'est pas ça? Oh là, c'est quoi ça? Ça, par contre, là, je crois que c'est du sang. Hein. Ça, par contre, je crois que c'est du sang, les amis. Hein. Je crois vraiment que c'est du sang, là. Sur ce coup-là, ça en a tout l'air. Hein. Oh merde. Merde, si c'est du sang... Alors là, si c'est du sang, c'est chaud. Hein. Espèce de sachet... C'est-à-dire que le mec, il est mort. Et son sang, il est resté là, quoi. On dirait vraiment que c'est du sang qui a été... Parce que c'est marron. C'est marron, donc en fait... Ouais, non, mais c'est marron et noir au milieu. Et puis comme c'est dans des sachets, je pense que ça se détériore... ça se détériore moins. Ah, mais regardez la couleur. Non, mais c'est sûr que c'est ça, hein. Je pense, les amis, je pense qu'on va faire, les amis, pour être sûr que c'est bien du sang. Je vais regarder... Une fois l'exploration terminée, je vais regarder sur internet quand j'aurai de la connexion pour savoir ce qui est écrit ici. Parce que si ça nous indique effectivement que c'est le sang de tel soldat, etc., ben, on en saura peut-être un peu plus, je crois. Il est possible que le soldat qui a été... qui ont essayé de sauver ici est mort. Hein. On sait pas, hein, mais c'est très très probable. Hein. Malheureusement, la guerre ne fait pas de cadeaux. Oh là là. On a la blouse du médecin, je crois. S'il y a des explorateurs qui arrivent, ils vont se poser des questions. Hein. Ils vont se dire, mais c'est que ça me va bien en plus, hein, la blouse blanche. Après, je suis mauvais en sciences, donc bon, sur ce coup-là, effectivement, non. Non. Je suis pas scientifique, donc c'est mort en fait. Mais en tout cas, au niveau acteur, je pense que ouais, je pourrais jouer un médecin, ouais, clairement. On va quand même pas exagérer, hein. Là, on va quand même pas déconner, hein, parce que bon,
elle est un peu crade, et puis s'il y a des explorateurs qui arrivent, ils vont avoir peur, ils vont se barrer en courant, quoi. S'ils me voient dans cet état-là, en plus on dirait vraiment que je sors des années 1960 là. Les placards sont absolument remplis. Quand je vous dis remplis, c'est pas juste 2-3 aspirines, 2-3 trucs. Là on parle quand même de trucs. Regardez, ça dégouline clairement des placards OSE avec le petit logo infirmerie. Alors franchement les amis, j'en ai exploré des bunkers, mais celui-ci, il est vachement intéressant. Non, il est encore plus rempli que celui qu'on a fait ce matin. Déjà ce matin on avait atteint un level au niveau exploration, vraiment de l'exploration intéressante. Ah, mais alors celui-là, franchement des bunkers comme ça avec tout dedans, j'ai jamais vu ça. Pourtant j'en suis pas à mon premier, j'en suis pas du tout à ma première explo. Alors est-ce qu'on va aller par là? Je sais pas où. Non mais ça va partout les amis, non ça va partout. Je suis presque effrayé en fait parce que là je suis tout seul quoi. Et c'est trop immense pour moi. Pour une personne toute seule. Qu'est-ce qu'on avait là? On avait juste une chaise. Oh putain les tôles d'araignée qu'il y a. Qu'est-ce qu'il y avait là? On dirait qu'il y avait... Ah il devait y avoir une entrée. Il devait y avoir une porte blindée là. Qui a été complètement condamnée. Je pense ouais, que c'est condamné, ça on peut pas... Ça devait amener peut-être dehors. Parce que nous on est rentré en fait par l'issue de secours. Mais il y avait carrément en fait une entrée style entrée normale pour faire entrer le matériel, les munitions, etc. Alors là, bon, toilette, WC normale. Là il doit y avoir toilette aussi, douche sûrement. Ouh j'ai eu peur. Oh j'ai eu peur. Oh j'ai vu le sac poubelle là. J'ai eu un flash là. Ah j'ai eu un flash. Oh ça m'a foutu la trouille, je vous dis pas. Ouh j'ai vu le sac, j'ai déjà pensé à un cadavre. Ouh la frayeur. Ne faites pas comme moi, hein. N'explorez pas seul ce genre d'endroit. Bon là ils ont stocké, je pense que c'est plus tard ils ont dû stocker des choses. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'ils faisaient dans ces bunkers? 2006, ah bah 2006 était occupé, visiblement. Visiblement 2006, il y avait une occupation des lieux. Alors cette partie-là c'est plus des rangements quoi qu'ils ont fait dans le bunker. Il existe plein de conseils sur internet qui nous aident à se protéger en cas de bombe nucléaire. Et effectivement, le jour où cela se produirait, vous auriez peu de temps devant vous pour véritablement vous protéger. Il faudra vous mettre à l'abri au premier endroit que vous trouverez à côté de vous. Une simple cave peut vous sauver la vie. Un habitant de Hiroshima en 1945 s'était caché dans les sous-sols de son immeuble et il a échappé à la mort alors qu'il était à seulement 170 mètres du point où la bombe avait explosé. Après, s'il n'y a pas de cave à proximité, vous pouvez essayer de vous protéger sous un pont ou dans un tunnel. Ce sont des structures souvent en béton armé et clairement très solides. Une fois la bombe explosée et les dégâts réalisés, vous aurez seulement 10 minutes pour trouver un endroit où vous serez à l'abri des radiations, des retombées radioactives. Cela vous laisse en réalité peu de temps. Alors si vous êtes à Paris, il vaut mieux connaître les entrées des catacombes. Ça pourrait clairement être ce genre de lieu qui pourrait sauver votre vie. Sachant qu'en France, on n'a pas l'équivalent de tous ces bunkers anti-atomiques sous nos villes. Mais on a quand même la chance d'avoir un nombre non négligeable de cavités souterraines et de souterrains. Dans les pays de l'Est, les métros étaient souvent prévus pour servir d'abri anti-aérien, pour protéger la population en cas de bombardement ou même de bombe nucléaire. Mais selon où vous seriez placé dans la ville, votre chance de survie pourrait être moindre. Ces différents abris vous permettent de vous protéger de tous les dangers liés à la bombe atomique, que ce soit les dangers pendant l'explosion, mais aussi ceux qui apparaissent après la bombe. La conséquence la plus évidente dont il faut vous protéger, ce sont les débris liés à l'onde de choc. Débris qui sont projetés de façon rapide et violente. Cette onde de choc est capable de détruire des maisons à plusieurs kilomètres du lieu de l'explosion. Donc si vous êtes dans une maison peu solide, cela pourrait être insuffisant. Tout cela sans compter
le rayonnement de la boule de feu qui peut déjà tuer les personnes non présentes dans des abris sur des kilomètres autour du lieu de l'impact. Bref, je pourrais continuer à vous énumérer d'autres conséquences, mais je pense que ce n'est pas nécessaire. On connaît tous le caractère dangereux des bombes atomiques. Mais alors, quelles sont les chances qu'aujourd'hui, il y ait une escalade conduisant à la première guerre nucléaire mondiale? Ah non mais là je suis pas trop je suis pas trop le malin, on va dire. Ouais, on va dire ça comme ça. Ça aussi, ça doit avoir une signification. Je pense que ça va se mettre au niveau du nez. Puis il y a un tuyau. Donc je sais pas à quoi ça pourrait servir, mais ça avait certainement une utilité. Hein. Je vais essayer de me renseigner sur tout ça, sur tout ce matériel, parce que bon, je connais pas, encore une fois. Donc je vais pas vous inventer ce que je ne sais pas. Donc là, on a des belles caisses médicales aussi d'époque qui sont magnifiques, des belles malles. C'est absolument magnifique. Je crois qu'il y a un escalier qui mène à un niveau inférieur. Donc on va aller voir ça. Voilà, ça a été quand même pas mal pillé. Hein. Cette partie-là, il y en a qui sont venus se servir carrément dans les placards. Franchement, j'ai envie d'escalader sur les étagères de partout. Il y a tellement de trucs à voir. Alors là, on a carrément une blouse bleue. Je sais pas si c'était pas une blouse bleue de travail. Alors je vais essayer d'accéder par là. Là, on a une vue d'ensemble sympa là. Ah là, il y a encore plein de tenues. Ah ben, je crois qu'on a une tenue militaire là. Je crois qu'on a une petite tenue militaire. Je crois qu'elle est complète. Voilà. Ah ouais, elle est complète, je crois. Voilà. Ah mais c'est carrément ça. Tenue de l'armée. Putain, par contre, dans quel état? Bon. Malheureusement, c'est compliqué à la voir en entier. Là, on a du sparadrap. Ah, alors là, c'est bizarre. Je sais pas s'il n'y a pas un autre passage, mais ça a l'air plus praticable, ouais. Voilà. Encore une paire de ciseaux clairement mythique. Je dis mythique parce que bon, elle est vraiment dans un super état. Donc ça, je pense, c'était les caisses qu'ils utilisaient effectivement pour transporter tout ce qui était matos médical à l'époque. Je pense. Là aussi. Mais bon, je crois qu'il y en a qui sont venus carrément se servir. Il me semble qu'il y en avait beaucoup plus. Ils sont venus se servir complètement. Je sais pas si on arrive à l'ouvrir celle-là. On va voir ce qu'il y a dedans. Radiologie biologique. Alors je suppose qu'il faut pas regarder ce qu'il y a dedans. En tout cas qu'il faut pas ouvrir. En tout cas ce qui est sûr c'est que ça a été sacrément pillé. Hein. Ah ouais, non, ça tombe en bout. Hein. Depuis que je me suis mis à explorer ces abris anti-atomiques, je me suis posé de nombreuses questions, notamment sur la vie dans ces abris. Mais surtout, je me suis demandé quel pays aurait le plus de chances de gagner une guerre nucléaire. Déjà, l'avantage serait nécessairement à celui qui la commencerait. Et juste si on regarde les capacités des États en termes de danger nucléaire, la Russie se place numéro 1 avec actuellement 4380 ogives nucléaires. La plupart sont héritées justement de l'URSS. Sans aucun suspense, les États-Unis sont donc en deuxième position avec une capacité de 3708. Bref, citez-moi 8000 villes et sites militaires et dites-vous qu'ils pourraient disparaître suite à une guerre nucléaire. Je pense qu'aucun État n'a d'intérêt à prendre le risque d'entrer dans une guerre aussi dévastatrice dans les deux camps. Et pour l'instant, en fait, il semblerait que les méthodes de guerre restent les anciennes. Des combats, des offensives sur le terrain. Il faudrait véritablement un événement imprévisible qui amène le cours de la guerre à changer. Aujourd'hui, on préfère envoyer des centaines de milliers de soldats à une mort certaine. On n'est pas encore prêt à sacrifier des millions de civils pour gagner une guerre.
et imposer son nouvel ordre mondial. Personnellement, je ne crois pas à une guerre nucléaire dans les mois qui arrivent. Mais l'histoire est tellement imprévisible qu'une guerre nucléaire pourrait s'imposer dans quelques années. Il ne sert à rien de faire des probabilités ou d'essayer de prévenir l'avenir. Il faut vivre au jour le jour et profiter de chaque instant de paix. Passer du temps avec ses amis, sa famille, ses proches. Rester unis dans les moments difficiles et les épreuves que la vie nous donne. Il y a des choses qui nous dépassent, qui sont au-delà de notre contrôle et qu'on ne peut pas choisir. Mais il faut tout de même être préparé, car la guerre n'est jamais très loin. Et puis surtout connaître certaines bases de survie et de secourisme. Cela peut effectivement servir en cas d'attaque nucléaire, mais aussi pour plein d'autres choses. Je pense que c'est encore une autre facette de l'exploration. C'est aussi d'apprendre l'histoire pour anticiper, apprendre à survivre dans des lieux post-apocalyptiques. Et justement, j'aimerais vous partager des aventures autour de ces thèmes-là, mélangeant survie et exploration. Je trouve ça super intéressant de mélanger les deux. Les amis, c'est déjà la fin de cette exploration. Le bunker n'était pas si grand que ça, mais franchement, c'était super intéressant. Je vous dis donc à très bientôt pour la suite de nos aventures.